Les médicaments antiarythmiques aident à contrôler les arythmies ou les battements cardiaques anormaux. Il existe 4 principaux groupes de médicaments antiarythmiques: classe I, inhibiteurs des canaux sodiques; classe 2, bêta-bloquants; classe 3, inhibiteurs des canaux potassiques; classe 4, inhibiteurs des canaux calciques; et les antiarythmiques divers, ou antiarythmiques non classés. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les antiarythmiques de classe 2 dans cette vidéo. Tout d'abord, commençons par les 2 principaux types de cellules dans le cœur, cellules de stimulateur cardiaque et cellules non stimulateurs cardiaques. Les cellules du stimulateur cardiaque construisent le système de conduction électrique du cœur, qui se compose du nœud sino-auriculaire, ou nœud SA, le nœud auriculo-ventriculaire, ou nœud AV, le paquet de HIS, et les fibres de Purkinje. Les cellules de stimulateur cardiaque ont une propriété spéciale appelée automaticité, qui est la capacité de dépolariser spontanément et d'incendier les potentiels d'action. D'autre part, les cellules non stimulatrices cardiaques, également connues sous le nom de cardiomyocytes, constituent les oreillettes et les ventricules, et ils donnent au cœur sa capacité à se contracter et à pomper le sang dans tout le corps. Maintenant, contrairement aux cellules non stimulateurs cardiaques, dont le potentiel d'action a 5 phases, un potentiel d'action dans les cellules de stimulateur cardiaque n'a que 3 phases. Voici un graphique du potentiel de la membrane par rapport au temps. La phase 4, également connue sous le nom de potentiel du stimulateur cardiaque, commence par l'ouverture des canaux du stimulateur cardiaque. Le courant à travers ces canaux est appelé courant de stimulateur cardiaque ou courant de Rôle, IF, et il se compose principalement d'ions sodium. Ces ions sodium provoquent la dépolarisation spontanée du potentiel membranaire. À mesure que le potentiel membranaire se dépolarise, les canaux calciques de type T dépendant de la tension s'ouvrent, dépolarisant ainsi davantage la cellule du stimulateur cardiaque. Lorsque le calcium pénètre dans la cellule, les canaux calciques de type L dépendant de la tension s'ouvrent, provoquant plus de calcium à se précipiter dans la cellule, dépolarisant finalement la membrane à son potentiel seuil. Cela marque le début de la phase 0, également connue sous le nom de phase de dépolarisation. Maintenant, la phase 0 est causée par un afflux d'ions calcium à travers les canaux calciques de type L dépendant de la tension qui ont commencé à s'ouvrir à la fin de la phase 4. Mais, cet afflux d'ions calcium n'est pas si rapide, de sorte que la pente de la phase 0 est progressive. Également pendant la phase 0, les canaux du stimulateur cardiaque et les canaux calciques de type T dépendant de la tension se ferment. Enfin, au cours de la phase 3, qui est la phase de repolarisation, les canaux calciques de type L se ferment et les canaux potassiques s'ouvrent, ce qui entraîne un courant positif net vers l'extérieur. À la fin de la repolarisation, les canaux des stimulateurs cardiaques s'ouvrent et nous recommençons avec la phase 4. Au cours de la phase 4, il y a aussi un mouvement vers l'extérieur des ions potassium car les canaux potassiques responsables de la phase de repolarisation continuent de se fermer. Enfin, il est important de noter qu'en plus des cellules de stimulateurs cardiaques, les canaux calciques de type L se trouvent également dans les cellules non stimulatrices cardiaques et qu'ils sont responsables de la phase 2 ou de la phase plateau de leur potentiel d'action. De plus, le calcium qui passe par ces canaux, ainsi que le calcium libéré par le réticulum sarcoplasmique, sont essentiels à la contraction des myocytes cardiaques qui composent le reste du cœur. Maintenant, l'automaticité du rythme cardiaque est dirigée par les cellules du stimulateur cardiaque qui ont la phase 4 la plus rapide, qui sont normalement les cellules du stimulateur cardiaque trouvées dans le nœud SA. Le nœud SA déclenche un signal électrique qui se propage dans les 2 oreillettes, les faisant se contracter. Le signal est un peu retardé lorsqu'il traverse le nœud AV, puis passe par le faisceau de HIS jusqu'aux fibres de Purkinje des 2 ventricules, ce qui les fait également se contracter. Lorsque le signal électrique du cœur ne suit pas ce chemin, on parle de rythme cardiaque irrégulier ou d'arythmie. Par exemple, supposons qu'une partie du ventricule commence à déclencher des potentiels d'action à un rythme encore plus rapide que le nœud SA. Cette zone du cœur retourne essentiellement les rôles avec le nœud SA, tirant si vite que les cellules du stimulateur cardiaque dans le nœud SA n'ont pas la chance de tirer. À ce stade, le rythme cardiaque est entraîné par les ventricules. Maintenant, le système autonome peut également affecter la fonction cardiovasculaire via les récepteurs adrénergiques bêta 1 et bêta 2. Dans le cœur, le sous-type prédominant est bêta 1, tandis que les récepteurs bêta 2 adrénergiques se trouvent principalement sur les cellules musculaires lisses.
par exemple, à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Maintenant, dans le cœur, les récepteurs adrénergiques bêta-1 se trouvent à la fois sur les cellules du stimulateur cardiaque et sur les cellules non stimulatrices cardiaques. Une fois stimulés par la noradrénaline ou l'épinéphrine, les récepteurs bêta-adrénergiques activent l'enzyme adénylyl cyclase, qui convertit l'adénosine triphosphate, ATP, en adénosine monophosphate cyclique, AMPC. De plus, l'AMPC est un messager secondaire qui active une protéine kinase dépendante de l'AMPC, PKA, qui phosphoryle les canaux calciques de type L. En fin de compte, cela se traduit par leur ouverture et un afflux accru d'ion calcium. Dans les cellules du stimulateur cardiaque, cet afflux se produit à la fin de la phase 4, alors que dans les cellules cardiaques autres que les stimulateurs cardiaques, cela se produit pendant la phase 2. Passons à la pharmacologie. Les bêta-bloquants se lient aux récepteurs bêta-adrénergiques dans les cellules des stimulateurs cardiaques et les cellules non stimulatrices, empêchant ainsi la noradrénaline et l'épinéphrine de les lier. Maintenant, les bêta-bloquants qui ciblent principalement les cellules des stimulateurs cardiaques sont en fait classés comme antiarythmiques de classe 2, tout comme tous les bêta-bloquants, ils peuvent être subdivisés en bêta-1 bloquants sélectifs, comme l'athénolol, l'acébutolol, le bétaxolol, le bisoprolol, l'esmolol et le métopérolol, ou des bêta-bloquants non sélectifs, comme le timolol et le propranolol qui ciblent tous les récepteurs bêta. Maintenant, voici un conseil. Tous les bêta-bloquants se terminent par le suffixe olol, mais seuls les bêta-1 bloquants sélectifs commencent par une lettre de la première moitié de l'alphabet, AM, tandis que les bêta-bloquants non sélectifs commencent par une lettre de la seconde moitié de l'alphabet, NZ. La pharmacologie des antiarythmiques de classe 2, dans les cellules de stimulateurs cardiaques, ils empêchent l'épinéphrine et la noradrénaline de se lier aux récepteurs bêta, ce qui diminue indirectement le nombre de canaux calciques de type L qui s'ouvrent. Cela diminue la quantité de calcium qui pénètre dans la cellule à la fin de la phase 4. Finalement, cela conduit à un potentiel de stimulateur cardiaque plus lent et sur le graphique, cela est vu comme une diminution de la pente au cours de la phase 4. En conséquence, les bêta-bloquants diminuent la vitesse de déclenchement du NSA, par conséquent, diminuent la fréquence cardiaque. Mais, en plus de diminuer l'activité du NSA, ils diminuent également la vitesse de conduction à travers le NEAV. Sur l'ECG, cela se traduit par un intervalle PR plus long, qui est le temps entre le début de la dépolarisation auriculaire et le début de la dépolarisation ventriculaire. D'autre part, dans les cellules non stimulatrices cardiaques, comme les myocytes cardiaques, les bêta-bloquants empêchent également indirectement l'ouverture des canaux calciques de type L. Cela diminue la quantité de calcium intracellulaire disponible pour les fibres musculaires, affaiblissant la force générée lors de la contraction cardiaque. En fin de compte, en réduisant la fréquence cardiaque et la contractilité, les bêta-bloquants réduisent la demande cardiaque en oxygène. Maintenant, les antiarythmiques de classe 2 sont utilisés dans le traitement des tachycardies supraventriculaires, telles que la fibrillation auriculaire et le flatter auriculaire. Fait intéressant, ils sont également utilisés dans le cadre de la thérapie et de la prophylaxie pour les arythmies chez les personnes qui ont récemment subi un infarctus du myocarde. Passez aux effets secondaires. Les bêta-bloquants ont beaucoup d'effets secondaires et ils peuvent être subdivisés en deux groupes principaux, les effets secondaires cardiaques et extracardiaques. Les effets secondaires cardiaques comprennent la dépression des ganglions SA qui entraîne une bradycardie sinusale, un bloc cardiaque et une insuffisance cardiaque, tandis que les effets secondaires extracardiaques comprennent la fatigue, la sédation, les troubles du sommeil, la dysfonction sexuelle, la dyspnée et le bronchospasme. Le bronchospasme est plus fréquent avec les bêta-bloquants non sélectifs, tels que le propranolol, en raison de leur effet sur les récepteurs bêta-2 situés dans les poumons. De plus, les bêta-bloquants peuvent conduire à une condition appelée inconscience d'hypoglycémie. C'est quand une personne atteinte de diabète développe une hypoglycémie mais ne ressent pas de symptômes hypoglycémiques typiques qui sont médiés par l'épinéphrine, comme la tachycardie, les palpitations, les tremblements et l'anxiété. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, les antiarythmiques de classe 2 doivent être évités chez les personnes traitées avec des inhibiteurs des canaux calciques, en raison de leur effet additif sur la vitesse de conduction à travers le NEAV. En fin de compte, cela peut entraîner un blocage AV, qui est une perturbation partielle ou complète de la conduction des impulsions électriques des oreillettes au ventricule.
De plus, les antiarythmiques de classe 2 sont contre-indiqués dans le traitement du phéochromocytome et de la toxicité de la cocaïne, car ils peuvent provoquer un agonisme alpha-1 sans opposition, qui est une stimulation excessive des récepteurs alpha-1, en raison du blocage des récepteurs bêta-2 sur les vaisseaux sanguins. Il en résulte une vasoconstriction et une pression artérielle extrêmement élevée, ce qui peut même entraîner une dissection aortique. Enfin, l'antidote pour le surdosage de classe 2 comprend la solution saline, l'atropine et le glucagon. Maintenant, nous voulons faire un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces faits de pharmacologie. Nous faisons donc un voyage en voiture pour voir tous les médicaments antiarythmiques. Le premier arrêt était à la mer pour les bloqueurs des canaux sodiques, et maintenant nous allons faire un arrêt au stand sur une section de route bloquée pour les bêta-bloquants, qui sont les antiarythmiques de classe 2. Ayons donc 2 policiers qui essaient d'arrêter la circulation sur cette section de la route et cela vous aidera à vous rappeler que nous parlons d'antiarythmie de classe 2. L'un d'eux a, 1, sur son uniforme puisqu'il représente des bloqueurs sélectifs de 1, et il a un armadillo de police formé, puisque ces médicaments commencent par une lettre entre A et M. L'autre agent n'a qu'un symbole, puisqu'il représente des bêta-bloquants non sélectifs et qu'il a un kiwi formé de Nouvelle-Zélande, car ces médicaments commencent par une lettre entre N et Z. Maintenant, au lieu de cône de circulation, utilisons un long chat ronronnant pour bloquer la route et cela vous aidera à vous rappeler que ces médicaments prolongent l'intervalle de RP. Donc, au-delà du barrage routier, nous pouvons voir qu'il y a eu une sorte d'incident et que cette zone contiendra les effets secondaires. Il semble y avoir un homme très somnolent dans ses boxeurs debout au milieu de la rue. Les boxeurs ont peu de cœur sur eux pour représenter la dysfonction sexuelle. Il vient clairement de sortir du lit, puisqu'il a toujours sa couverture avec lui, ce qui représente des troubles du sommeil. Cependant, il se passe quelque chose de bizarre puisqu'il porte une cravate très serrée pour la bronchoconstriction, et il y a des pots de miel vides autour de lui qu'il n'a aucun souvenir de manger, ce qui signifie hypoglycémie inconsciente. Pour les effets secondaires cardiaques, il essaie de cacher un cœur gelé derrière lui à la police, et cela représente une bradycardie. Il porte également un bouclier en forme de cœur pour détourner le blâme, qui signifie bloc cardiaque.